Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour accueillir les membres de la grande finale. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Salut. Bienvenue, monsieur. Alors, veuillez vous asseoir. Alors, mesdames et messieurs du jury, chers consoeurs, chers confrères, chers participants et distingués invités, bienvenue à la grande finale de la 25e édition du Concours des débats oratoires du Barreau de Montréal. Welcome to the final of the 25th edition of the Bar of Montreal Debating Competition. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, je suis Rosalie Plouffe, avocate et membre du comité organisateur, qui m'a confié le mandat d'agir comme maître de cérémonie pour cette soirée. Nous fêtons cette année le 25e anniversaire du Concours des débats oratoires. Dès ses débuts, le concours a connu un franc succès auprès des cégepiens qui, année après année, nous impressionnent grandement par leur vivacité et leur éloquence. On remercie d'ailleurs les cégeps qui encouragent les étudiants à participer assidûment. Merci à tous pour votre précieuse collaboration et un merci tout spécial aux enseignants et aux entraîneurs grâce à qui nous avons droit chaque année à des débats de haut niveau. Avant de poursuivre, permettez-moi d'adresser un merci tout spécial à l'honorable Geneviève Marcotte, ici présente à titre de présidente de notre jury de la finale. En plus d'avoir instauré le concours des débats oratoires, elle en a également présidé les destinées pendant les 10 premières années. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Merci. Je vous rappelle que le thème retenu pour cette 25e édition est le suivant. Abolir le Sénat. Pour ou contre? Abolition of the Senate. For or against? Tout comme pour les demi-finales, la position à défendre sera déterminée au hasard dans quelques minutes. C'est avec plaisir que je vous présente maintenant les membres du jury de la finale. À votre extrême gauche, Maître Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est vice-président de Delegatus Services Juridiques, une firme de 25 avocats issus des grands cabinets et de la grande entreprise, dont la mission est de servir tout le Québec Inc. Pardon? Pardon. À leur extrême droite. Excusez-moi. Ça va? Tout le monde me suit? Merci. Alors, il est également chroniqueur politique, entre autres à l'émission Bazo.tv à Télé-Québec. En 2007, il a cofondé l'organisme Génération d'idées, dont la mission est d'intéresser les 20 à 35 ans au débat public. Il est titulaire d'un baccalauréat en droit civil et en common law de l'Université McGill, d'un MBA de l'Université Oxford et d'un certificat en droit international à l'Université de Lund en Suède. Bienvenue à vous, Maître Saint-Pierre Plamondon. L'honorable Stéphane Dion a étudié à l'Université Laval avant d'obtenir un doctorat d'État en sociologie de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est titulaire d'un doctorat honorifique décerné par l'Université Carlos III de Madrid. Avant d'entrer en politique, Stéphane Dion a été professeur de sciences politiques, d'abord à l'Université de Moncton, puis à l'Université de Montréal. Il a été ministre des Affaires intergouvernementales de 1996 à 2003. À ce titre, il a contribué à la résolution d'innombrables négociations fédérales-provinciales, en plus de jouer un rôle clé pour l'unité canadienne. Ministre de l'Environnement de 2004 à 2005, il a contribué à sauver le protocole de Kyoto lorsqu'il a présidé à Montréal la conférence de l'ONU sur les changements climatiques. Élu chef du Parti libéral du Canada en 2006 et devenu chef de l'opposition officielle à la Chambre des communes, il a proposé un plan visionnaire pour rendre le Canada à la fois plus prospère, plus juste et plus vert. Après les élections fédérales de 2008, Stéphane Dion est demeuré député de Saint-Laurent-Cartierville, où il a été réélu à 7 reprises depuis 1996. Actuellement, l'honorable Stéphane Dion est le porte-parole libéral pour les affaires intergouvernementales du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du patrimoine canadien et des langues officielles. Bienvenue parmi nous. Merci. La présidente du jury, l'honorable Geneviève Marcotte, a obtenu sa licence en droit à l'Université McGill en 1986 et a été admise au barreau du Québec en 1987.
Elle joint d'abord les rangs de l'étude Lavery O'Brien, pratiquant en litige civil général, en responsabilité et en droit des assurances, avec spécialité dans le domaine de la responsabilité professionnelle, de la diffamation, ainsi qu'en droit de la construction. En 1998, elle poursuit sa carrière auprès de l'étude Heenan Blakey, où elle développe d'autres champs de pratique, notamment en matière de propriété intellectuelle et de droit de la publicité, ainsi que dans le domaine des recours collectifs. Très impliquée auprès du barreau de Montréal, notamment au sein de son comité de liaison avec le public, où elle met sur pied le Concours des débats oratoires. Elle participe par la suite au comité de liaison avec la Cour d'appel. Étant par ailleurs une membre active de l'Association du barreau canadien, elle siège au sein du comité exécutif de la section droit civil et assurance durant plusieurs années, notamment comme présidente de cette section. Le 30 juillet 2008, elle est nommée juge à la Cour supérieure. Madame la juge Marcotte, merci d'avoir accepté notre invitation. L'honorable Francis Fox est diplômé de l'Université de Montréal, de la Harvard Law School et de l'Université d'Oxford. Il s'est spécialisé dans les questions de réglementation visant les secteurs de la radiodiffusion, des télécommunications et du divertissement. De 1972 à 1984, il était membre du Parlement où il a successivement occupé les postes de solliciteur général du Canada, de secrétaire d'État, de ministre des Communications et de ministre du Commerce international. En tant que ministre fédéral, il a été le signataire de plusieurs livres blancs, dont ceux sur l'avenir de la télédiffusion au Canada, le développement de l'industrie cinématographique, la télévision publique, la câblodistribution et, en collaboration avec le ministre de la Consommation, celui sur le droit d'auteur intitulé « De Gutenberg à Télidon ». En 2004, il agit à titre de secrétaire principal du premier ministre du Canada, le très honorable Paul Martin, en plus de détenir plusieurs portefeuilles ministériels au sein du gouvernement fédéral. Il a aussi été membre du Sénat du Canada de 2005 à 2011. Il est présentement avocat conseil chez Fasken Martineau, où il avait d'ailleurs fait ses débuts de 1985 à 1997. Bienvenue, Monsieur le sénateur. Maître Paul Daly est professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université de Montréal en droit administratif et constitutionnel. Il a fait son doctorat à l'Université de Cambridge, où il était récipiendaire de la bourse Modern Law Review et d'une bourse de la National University of Ireland. Il détient 3 autres diplômes en droit de la Faculté de droit de l'Université de Pennsylvanie et de l'University College Cork. Cette dernière étant l'une des grandes institutions de son pays d'origine, l'Irlande. Il a passé l'année 2009-2010 comme chercheur à Harvard, puis une année à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Le professeur Daly est venu à Montréal après avoir travaillé au sein du cabinet de Learners LLP à Toronto, l'une des meilleures boutiques de litige au Canada. Auparavant, il était chargé d'enseignement en droit public à l'Université de Cambridge et au University College Cork. Membre des comités d'édition de la revue juridique Thémis de l'Université de Montréal et du National Journal of Constitutional Law, rédacteur du blog Administrative Law Matters, il est un auteur prolifique qui agit souvent comme commentateur dans les médias ainsi que comme conseiller dans des causes devant les tribunaux d'appel. Soyez le bienvenu, Maître Daly. Notre modératrice des débats, Maître Michèle Moreau, est la directrice générale de l'Institut canadien d'administration de la justice depuis juillet 2013. Avocate depuis 1990 et détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal, elle exerce en pratique privée avant de devenir directrice adjointe du service des relations professionnelles à l'Université du Québec à Montréal. Pendant une dizaine d'années, elle acquiert une solide expérience en relations de travail, ce qui l'amène à enseigner dans ce domaine à l'École du barreau du Québec. Elle fut la première directrice générale de Pro Bono Québec de 2009 à 2013, ainsi que la première directrice du Centre de justice de proximité du Grand Montréal de 2011 à 2013. Depuis le début de sa pratique, Maître Moreau s'implique activement auprès de diverses organisations du milieu juridique, Association du jeune barreau de Montréal, le Barreau de Montréal et le Barreau du Québec. Elle est actuellement la présidente de la division du Québec de l'Association du barreau canadien. Merci d'avoir accepté de diriger les débats encore cette année maintenant. Permettez-moi aussi de souligner la présence des membres du comité organisateur du comité des concours. En fait, on a Maître Julie Mousseau, présidente de notre comité. Nous avons également Maître Nathalie Lefebvre qui agit comme chronométreuse pour les débats.
Maître Luc-Olivier Herbert, je ne sais pas s'il nous a quittés, mais voilà, juste ici. Ainsi que la présence de Maître Doris Larrivée, directrice générale du barreau de Montréal, Mme Ghislaine Dufault, directrice des communications, mesdames, et son adjointe, Mme Christine Plourde. Où est notre Christine? Avant de lui céder la parole, j'aimerais simplement remercier au nom du barreau de Montréal un partenaire de longue date, druide informatique, et son président fondateur, Maître André Dorsonance, que j'invite à vous adresser quelques mots. Merci. Bonsoir. Je présume que, comme moi, pour tous ceux qui ont passé la journée ici avec nous et qui ont assisté aux demi-finales, que vous avez tous été impressionnés par le travail de recherche mené par les participants à ce concours des débats oratoires. Et si vous avez été aussi impressionné que moi, vous avez probablement l'impression que vous avez entendu tous les arguments pour prendre une décision éclairée quant à la délicate question de savoir si nous devrions abolir le Sénat ou non. Alors, fidèle à mon habitude, j'aimerais, pour le plaisir, à main levée, pour tous ceux qui étaient ici qui l'ont entendu, combien d'entre vous aboliraient le Sénat? Levez la main. Alors, 1, 2, ne vous gênez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Combien de personnes sont de l'autre côté? Est-ce que c'est tout le monde ou il y a des abstentions? C'est majoritaire. Et comme je le fais tout le temps, j'ai lancé le débat sur Facebook auprès de mon réseau. On va voir où on en est. Alors, moi, j'ai rendu pour, 3, je l'avais déjà compté, on a une personne de plus, on est rendu à 7 contre, 3 pour, mais sur les 7 qui sont contre, il y en a 3 qui veulent une réforme majeure, mais ça compte dans les comptes quand même. Et là-dessus, je tiens à vous dire, c'est important que vous le sachiez, quand je vais rentrer à la maison, ma douce Geneviève est contre, mais elle en avait long à dire sur la réforme, c'est que je sais ce qui va arriver quand je vais arriver à la maison. Alors, voilà, le sondage est fait. En organisant le concours des débats oratoires, le barreau de Montréal éveillera peut-être de futurs plaideurs parmi nos étoiles de la relève collégiale. Or, nos plus grands plaideurs ont au moins une chose en commun. Leur prouesse verbale n'ont d'égal que leur maîtrise de l'écrit. Et c'est en pensant notamment à eux et à tous ceux qui gagnent leur vie par l'écrit que Druide Informatique a conçu Antidote. Le remède à tous vos maux. Attachez-vous, nous entrons maintenant dans la phase publicitaire de mon allocution. La Chambre des communes peut encore compter sur le Sénat pour faire une seconde lecture de ses textes. Mais vous, chers contribuables canadiens, vous pouvez compter sur Antidote. Vous n'aurez pas de meilleur ami pour vous aider à mieux lire en français que le logiciel Antidote. C'est un véritable couteau suisse de l'écriture. Il compte une pléiade de correcteurs, une suite de guides linguistiques et en plus, le meilleur correcteur grammatical de toute la francophonie. Et en prime, sa grammaire s'ouvre à la bonne page lorsque vous faites une erreur. C'est-tu pas assez fort à votre ça? Et si vous oubliez une pièce jointe dans vos courriels, il va vous le dire également, depuis Antidote 8. Nos gagnants vont en profiter bientôt. In my view, the 4 finalists to whom I will not announce, this is not my job, are equally deserving. This is why each of them will receive Antidote, this awesome set of software reference tools for writing in French. I just can't stop. A fabulous prize worth $129.95, and that, ladies and gentlemen, is before taxes. As to the 2 best speakers who have not reached the final, they will both receive le grand druide des synonymes et des antonymes, le plus grand ouvrage papier de ce type. Et si je vous demandais quel est le plus grand ouvrage de ce type, vous répondriez tous ensemble? Bien sûr, Antidote. Je vous aime tous autant que vous êtes. Au cas où cela ne vous serait pas déjà évident, Druide Informatique est fier d'être associé au concours des débats oratoires depuis 1997. Merci au barreau de Montréal pour la création de ce concours. Merci aux bénévoles pour son organisation. Merci aux professeurs pour la préparation de nos compétiteurs. Merci aux familles et amis pour leur soutien. Et surtout, bonne chance aux finalistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Dorsonance. C'est toujours un plaisir. Alors, sans plus tarder, j'invite le président du jury des demi-finales, Maître Pierre Fournier, à venir dévoiler le nom des 2 équipes finalistes. Il faut que vous sachiez qu'à chaque année, André me précède. Je n'ai donc rien d'autre à faire maintenant que d'annoncer qui sont les 2 équipes finalistes, et c'est ce que je ferai. Il s'agit des collèges international Marie-France et Marianapolis College qui vont nous présenter la finale après nous avoir présenté la demi-finale. Alors, félicitations.
félicitations aux finalistes. On peut les applaudir encore. Je voudrais remercier chaleureusement les membres du jury des demi-finales pour leur excellent travail. Maître Pierre Fournier, ancien bâtonnier du barreau de Montréal, Maître André Dorsonas, président fondateur de Druide Informatique, et Maître Andréane Malaquette, présidente de l'Association du jeune barreau de Montréal. Merci beaucoup. Place maintenant à la grande finale. Je laisse la parole à Maître Moreau. Merci. Merci, Maître Plouffe. Alors, bonsoir à tous. Au bénéfice de ceux qui viennent de se joindre à nous, je vais faire un petit rappel de nos règles. Tout d'abord, au tirage au sort, on va décider quelle équipe défendra la position pour et quelle équipe défendra la position contre. Ensuite, chaque participant dans une équipe aura 5 minutes pour présenter son argumentation principale, donc 10 minutes par équipe, et en commençant par le pour. Ensuite, chaque équipe aura 5 minutes au total. Les deux participants se partagent ces 5 minutes comme ils le veulent pour répliquer à l'argumentation de l'autre équipe. Ensuite, chaque équipe, successivement ou alternativement, aura 1 minute, posera une question à l'autre équipe, et l'autre équipe a 1 minute pour y répondre. Et on terminera avec des questions des membres du jury. Alors voilà, sans plus attendre, j'inviterai donc les deux équipes finalistes, Marie de France et Marianopolis, à l'avant pour le tirage au sort. Alors, allez-y, on vous écoute. 5 minutes chacun. Good evening, honorable judges, Madam President. Today, what I'd like to do is bring forward 2 primary arguments on side proposition. And that is, I'd like to do a cost analysis of the Senate and determine if it's really worth it. So I'm going to be looking at inefficiency and the misuse of funds. And then I'm going to look at the historical relevance of the Senate and whether it is still relevant today or whether it's outdated. So I'm just going to jump right into it and talk about cost. There are 2 facets of cost that I'd like to get into, and that's inefficiency and misuse of funds. So to begin with inefficiency, this year alone, the Senate will be costing taxpayers $92.5 million. So you would hope that we're going to be getting our money's worth from our senators. Because if there are 96 senators in the Senate, we're paying approximately $1 million per each one of those individuals. And despite the massive cost, they only really work 3 months out of the year. And many of them miss a lot of their working days, unfortunately. Therefore, I think it's clear that there's a serious problem that needs addressing here. This is a problem so severe that not even reforms could fix it. And you may be asking why. Because there are a number of constitutional barriers in the way to reform that simply make it impossible. The conclusion of a 1-day symposium at the Manning Center unequivocally showed that reform would be impossible because of constitutional haggling, and also because the issue of the Senate is going to get completely lost in a sea of other issues, such as the long gun registry or Native Canadian rights. So what we see is that the only clear solution is abolishment, because the Senate is a gaping hole in the pockets of Canadian taxpayers that we need to plug as soon as possible. Now, I'd also like to talk about the misuse of funds on the Senate. What we see is that to add insult to injury, there have been scandal upon scandal in the past few years involving senators who abuse their financial privileges. Just to name a few, there's Pamela Wallin, who expensed over $140,000 for travel expenses, when really 98% of that had nothing to do with traveling to and from Ottawa. Then there's also Mike Duffy, who collected over $30,000 in taxpayers' money because he claimed his cottage as his actual home. And Mike MacHarb did the same thing and collected over $40,000 of our hard-earned money. So these examples are simply indications of a larger systematic issue in the Senate that needs to be fixed immediately. So what I'd now like to look at is the historical relevance of the Senate. Is the Senate still relevant today, or is it outdated? We on side proposition believe that it's clear that it's an outdated concept. I will admit there was certainly a time when the Senate was necessary. When the country was founded in 1867,
there certainly were fears in municipalities and regions that the central government would have far too much power. This was a widespread fear. And so what we see is that they emulated the British system and formed the Senate. However, we don't have such a need anymore. Today there's a clear distinction between federal, provincial, and municipal authorities. So power in Canada is highly decentralized. There's no longer this need for this regional representation that the Senate once provided. And ironically, the Senate does not even achieve its initial objective anymore. What we see is that the Senate simply votes along party lines in most cases. Even Stephen Harper himself referred to the Senate as a relic of the 19th century. While the Senate does have interesting historical connotations, it should be nothing more than that. So I ask, why are we desperately clinging on to this tradition? I believe that I've already made it clear that it's absolutely absurd to cling on to this. Thank you. Honorable Judges, Madam President, to conclude side proposition's case, I will introduce the two final arguments of side proposition. Now, my first argument is that the Senate often does not respect the voices of the Canadian people. Now, this might be considered irrelevant if the Senate had little role in Canadian affairs, but in reality, the Senate has a lot of power. Now, the Senate was originally designed to provide sober second thought to legislation drafted by a democratically elected House of Commons. Now, these words are really, really powerful. They give the Senate the ability to veto legislation created by members of Parliament that were elected by the people to represent the people's best interests. So ideally, we'd have senators that represent the Canadian people's values. But in reality today, this is no longer the case. The Senate is no longer an independent body that represents what they believe are the best interests of the Canadian people. Now, the Senate was originally created in 1867, and its members were to be appointed by the Governor General. Back then, the monarchy still had a lot of influence and power over Canadian affairs. But as the years passed by, the monarchy gradually lost real power over the British and Canadian governments, and today the Governor General, the Queen's official representative, still appoints senators, but no longer on her own accord. Today, she takes a list generated by the Prime Minister and appoints who he wants as senators. Currently, the majority of senators are appointed within party members and donors of the current Prime Minister, and the current Prime Minister is an excellent example of this phenomenon. Now, Prime Minister Stephen Harper has appointed 57 senators in his time in office, and this is not a rare occurrence. 51 of the 57 senators have been known conservative donors. So based on this evidence, is this body really independent? The answer is clearly no. So remember sober second thought. Today, the Senate is no longer sober in their decision-making. In truth, they have become drunk in partisan politics. They often listen to the requests of the Prime Minister and generally obey what he asks. With the veto power that they have, as well as some legislative ability, the Senate is in fact giving even more power to the executive branch, and therefore undermining the significance of elected representation. Now, this power has been abused on numerous occasions, and a recent example is a perfect description of the flaws in the system. In 2010, the Conservative Senate vetoed a climate change bill that would enact mandatory regulations to reduce greenhouse gas emissions by 25% by 2020. Now, the Tory senators were instructed by Prime Minister Stephen Harper to reject and veto the bill at all costs. The senators spent little time deliberating on this issue because their decision was already instructed by a higher power. Now, this piece of legislation was democratically approved by the majority of MPs and would have helped provide Canadians with a brighter, cleaner, and safer future. Now, this example illustrates how the Senate does not represent the interests of Canadians. Today, they represent the interests of the ruling party and therefore do not represent all Canadians. Now, based on the arguments of cost, efficiency, and bias that we have presented, ladies and gentlemen, honorable jury, it is clear that the Senate cannot exist in its current form. Now, arguments for reform are widespread, but it is our firm belief that Canada must abolish the Senate for good, which brings me to my second argument,
which is that Canada is better off with one legislative body. Now, bicameralism, or two legislative bodies, dates from Roman times. Bicameral governments are often slower to react to changing times. They get less work done in more time compared to unicameral societies. The United States is a perfect example. Currently, the United States has struggled to enact legislation due to a Democratic House and a Republican Senate. Meanwhile, unicameral societies, like Sweden and the majority of the Canadian provinces, are getting much more done in less time and are ensuring that the government actually accomplishes what the people want and need, and this is their job. Now, side proposition has shown to you today, ladies and gentlemen, that the Senate in its current form undermines Canadian democracy and abuses Canadian tax dollars. We have also shown that even with reform, Canada is better off without a Senate. Because in these changing times, when there's a lot of technology, when there's a lot of change in a short amount of time, we need a government that can react. A bicameral society was practical back in the days where it took hundreds of years for new technologies to develop, and maybe decades for new technologies to develop, based on back to when we go back all the way to our Confederation. But today, new technologies are being developed every year, and the world is constantly changing because of globalization. And we believe that Canada must become innovative and must become a unicameral society, and that is why we believe this bill must pass. Thank you. À votre tour, Marie-France, 5 minutes chacun. Madame la Présidente, membres distingués du jury, bonsoir. Je me présente, Andreas Daen, et voici mon collègue Griffin Sloan. Nous tenons à vous avertir avant de commencer que nous commencerons en français et passerons par la suite à l'anglais. Les assises du premier forum des Sénats du monde, tenu à Paris le 14 mars 2000, ont établi le constat d'un important regain du bicamérisme à travers les parlements contemporains. Ce constat-là s'établit sur des données simples et objectives. En effet, si environ 45 pays connaissaient un système bicaméral au début des années 1970, ce nombre s'établit aujourd'hui à plus de 80. De plus, le bicamérisme est actuellement le système sous lequel vivent le plus grand nombre d'habitants de la planète, celui qui a été choisi par les plus grandes puissances démocratiques et économiques de ce monde, celle qui constitue le G8, celle dont le Canada fait partie. Non, le mot Sénat provient du latin senatus, qui signifie Conseil des anciens. Le Sénat est donc assimilé à un conseil des sages de la communauté et est garant de son intégrité démocratique. En effet, de nombreuses nations arborent encore aujourd'hui, depuis de nombreuses années, un Sénat. Mais malgré tout cela, des voix s'élèvent aujourd'hui au Canada pour réclamer l'abolition du Sénat. La question se pose donc, le Canada doit-il abolir son Sénat? Le Canada souhaite-t-il aller à l'encontre du choix des grandes puissances démocratiques et économiques de ce monde en prenant l'abolition de son Sénat? Nous contestons avec vigueur cette proposition, en affirmant la légitimité du Sénat canadien dans un contexte où nous sommes trop peu conscients de la véritable valeur de la démocratie. Nous sommes infiniment convaincus de la nécessité de préserver cette noble institution parlementaire qui a été une des clés de voûte indispensables au processus de démocratisation des États fédérés du Canada. C'est pour cela, mesdames et messieurs du jury, que nous allons vous convaincre du bien fondé de notre argumentation. Dans une première partie, nous nous attacherons à démontrer que le Sénat a un rôle incontournable de révision de la législation et qu'il surveille l'intégrité de la Constitution. Dans une seconde partie, nous rappellerons que le Sénat a pour mission de représenter les intérêts des régions devant le gouvernement et qu'il protège les minorités. Dans une dernière partie, conscient des critiques de la forme du Sénat, et je dis bien non de sa fonction, nous ramènerons l'accent sur l'importance du bicamérisme dans l'entité fédérale qu'est le Canada. Commençons donc par examiner les fonctions du Sénat. Le rôle officiel du Sénat, tel que défini par les fondateurs du Canada, est de fournir aux membres de la Chambre des communes un avis annexe et objectif. En effet, la tâche de diriger un pays correctement, équitablement et efficacement peut s'avérer extrêmement difficile. Et en dépit de cette difficulté, les membres de la Chambre des communes sont soumis à des pressions considérables de la part non seulement de leur électorat, mais de leurs différents partis politiques. Et c'est là, mesdames et messieurs, que rentre en compte la valeur pratique du Sénat. En effet, les sénateurs sont nommés par le gouverneur général, sur l'avis du Premier ministre, jusqu'à l'âge de 75 ans, ce qui leur permet d'être libérés de toute pression partisane ou électorale. Ils peuvent ainsi s'investir à long terme dans des recherches, dans des processus de recherche, d'investigation et de réflexion. Et à ce terme, mesdames et messieurs, le Sénat est extrêmement efficace. Permettez-nous de vous exposer au travail auquel se livrent les sénateurs canadiens en ce moment même.
Il y a 18 comités permanents au sein de la seconde chambre du Parlement, dont les membres consacrent temps, ressources et énergie à la recherche dans divers domaines variés. Ces 18 comités permanents ont, lors de la dernière session seulement, rédigé la quantité impressionnante de 50 rapports sur des sujets divers et variés. Prenez par exemple le comité des finances nationales, sur les peuples autochtones, encore sur les droits de la personne. Ces comités-là ont rédigé des rapports portant sur la corruption, sur le blanchissement d'argent dans les activités terroristes, même sur sur l'exploitation sexuelle des enfants au Canada. Ces quelques études montrent à elles seules bien l'importance primordiale du travail du Sénat dans le bien-être, le bon fonctionnement et le bon développement de la démocratie canadienne. Nous allons enfin démontrer l'importance du Sénat dans le contexte d'une entité fédérale comme le Canada. En effet, un système de représentation bicamérale est parfaitement adapté à une entité fédérale comme le Canada. Une chambre représente la population, pendant que l'autre représente les entités fédérées. Au Canada, cela se traduit par un Sénat qui représente les provinces et les territoires, et une chambre des communes qui représente la population. En effet, si le Canada n'était représenté que par une seule entité élue, les minorités seraient laissées de côté, voire oubliées. Or, au Sénat, une convention pour laquelle on exerce le droit de veto sur une proposition de loi et qu'elle serait en violation d'une ou de plusieurs droits des minorités. Il est donc clair que le Sénat a un rôle incontournable de révision de la législation et de protection. Merci. Your Honor, members of the opposition, gentlemen, ladies and gentlemen of the jury, thank you very much. Finally, we would like to respond to certain allegations that have recently surfaced in the press and that question the legitimacy of our Canadian Senate. It is true that the Senate costs $106 million a year. While that may seem like a staggering cost, would you care to know just how much our House of Commons costed in 2013 alone? $492,660,000. Now, we're not out to criticize our House of Commons. On the contrary, we are simply stating that while it is unfortunate that these amounts are necessary for the proper function of our democracy, they are, in reality, but a small price to pay in order to safeguard our fundamental rights, our right to liberty, to justice, and to equality. Now, it has also come to light that certain members of the Senate allegedly misuse of their funds and abuse of their powers, and that is unacceptable. However, an institution is only as perfect as the men and women who run it. So it is clear to us that the problem lies not with the Senate itself, but with certain of its members. And we have full confidence that this is a problem that can be solved. But tearing down and demolishing one of the very foundations of our democracy purely for the sake of convenience or for the actions of a few corrupt politicians, that, ladies and gentlemen, is not a solution. We need to wage war on corruption, not our Senate. We need to reform our institutions, not tear them down. We need to embrace and improve our democracy, not reduce its efficiency. In the past 50 years, there have been at least 58 major political scandals in Canada, but never once have we gone after our instances of government. We have always worked together and collaborated in order to come up with new solutions and go after the guilty parties. Why would this time be any different? Are we in need of reform? The answer is yes. Is the solution to compromise our democracy? But our democracy by abolishing one of its most fundamental institutions, ladies and gentlemen, the answer is no. We need to change the way certain things work. For example, how our senators are appointed. And we feel the Triple E standard, elected, effective, and equal, would not only instill trust and establish legitimacy, but would also allow our Senate to continue to do its job and represent minorities. In 1748, Montesquieu, in one of his most famous works, L'Esprit des Lois, described the Constitution of the English and developed his groundbreaking theory on the effective division of legislative power. Now, he stated that the people would vote for the House of Commons, which would then compete with the Chamber of Lords, whose members are not elected, but appointed. Each chamber, defending its own interests, would create a balance. It is this balance that would ensure our democracy and stop all abuses of power. Montesquieu insisted upon the importance of bicameralism, the key to true democracy. The Senate assures a more effective legislative process by examining and poring over laws, by paralyzing the impulsive reforms of the lower chamber whose decisions are heavily influenced
by the ever-changing political landscape, and by upholding and defending the laws of our Constitution. The Senate also works very much in the image of its American counterpart, who helps restore the balance of representation between the much smaller states who would otherwise be cast aside, in our case, smaller provinces. Finally, bicameralism is at the very core of our democracy. It is essential and indispensable for the proper function of a parliamentary system. Sir Winston Churchill once said, "It is difficult to find a powerful, successful, free, democratic constitution of a great, sovereign state which has adopted the single-chamber government." Ladies and gentlemen of the jury, we ask you to please consider all these facts. The Senate is a respectable and effective institution, tasked to uphold and defend the laws of our Constitution, to defend our minorities, to provide a sober second thought to the laws passed by our House of Commons. This noble institution is designed to ensure the survival of our democracy, so please do not throw it away. Instead, help us value, promote, and maintain all the good work the Senate has accomplished since its very creation. Help us come up with new solutions to improve upon our system and improve upon our democracy. Help us keep our democracy intact. Thank you very much. Thank you. Mariana Portes, you now have 5 minutes to reply to the other team's arguments. Thank you. So because I don't have much time and I've got a lot to address, I'm going to jump right into it. So the first speaker in his introduction, first of all, brought up this idea that most people are under the bicameral system. And he basically implied that, therefore, the bicameral system is better. However, what I'd like to say is that I don't think that we should simply submit to groupthink and believe that because everyone else is doing it, it's good for us too. I think that we can innovate and we can become a model for the rest of the world. So there are two arguments that the first speaker brought up. There was this idea of revision of legislation, and the second idea of how minorities would be ignored without the Senate. So first of all, with revision of legislation. He talked about how there are 18 committees, how they review all the legislation, how it's imperative to the legislative process. However, I'd just like to say that the Senate can exist in different forms, in better forms. For instance, in Sweden, they use ad hoc committees instead of a Senate, and that's a unicameral system. And with these ad hoc committees, what we see is that they're much less costly and much less partisan. Another thing I'd like to say is that there are many checks of power in place under the current system. We do have the executive branch, and we also have the Supreme Court, which have a lot of power if bills don't end up serving their intended effect. And then the last thing I'd like to say is that perhaps the House of Commons needs the reform, because the side opposition seems to portray the House of Commons as a body that's just unable to produce good legislation. So if they're just unable to produce good legislation, then perhaps they need the change. So then on to the second point of how minorities would be ignored. So while minorities aren't ignored in the Senate, they really don't have very much power. So for instance, Native Canadians, there are only 3 Native Canadians in the entire Senate. And while you may think that this is good representation of Native Canadians, those 3 people really don't have a lot of power. So what we'd argue is that the provincial government should be more concerned about the interests of these minorities. So I'd now like to pass it on to my partner to continue with refutation. So, thank you. The second speaker has basically presented to us 2 arguments, and the first one was funds. Funds are essential to help maintain a democracy, and he stated liberty and equality as 2 important Canadian values. Well, there's a third important Canadian value that they've successfully ignored, and that's the value of democracy. We strongly believe that the Senate is not a democratic institution, and we believe that by reforming it, it still will not provide a benefit to the democratic system of Canada, and we'll explain a little bit more. So they've also talked about how the Senate is a fundamental aspect of Canadian democracy, and they say that the government, they talked about how the Senate is important to have the democracy function, but
Abraham Lincoln once said that a government is for the people and it's by the people. And the Senate is not a democratic body and therefore cannot really help the democratic process because it's not democratic at all. It actually undermines the democratic process. So moving on to their second argument of contention, they talked about how the Senate maintains a checks and balances system and represents minorities. So at this point, they've effectively acknowledged that there are problems with the Senate at its current status quo, but they are in favor of a bicameral system over a unicameral system because they believe in a checks and balances system, and they cited the United States as an example. Now, the United States, the main component of its checks and balances system is, as my partner has stated, the three-branch system: the executive branch, the legislative branch, and the judicial branch, and that's the main component of the checks and balances system. Now, they do have an additional checks and balances system, but it's not effective, as we can see currently. If you look at the division between the House of Representatives and the Senate, they are currently lodged in a very, very difficult and bitter fight. And right now, the House does not agree with the Senate, and even Senate Republicans don't agree with House of Representatives Republicans. So it does not represent the interests of the American people, because the American people want things to get done. But under the US system, because of this backlash in a bicameral system, nothing is getting done. Healthcare reform is not being passed. Obamacare is not perfect, but there needs to be things that might have to be added. But the House of Representatives, the majority of House of Representatives, insist on banning Obamacare rather than reforming it. So, because we can see that in a lot of bicameral societies, there is tension between the two branches, we strongly believe that a unicameral system is far more effective, and Sweden is the perfect example. Now, Sweden has abolished their second branch of the legislature for over 50 years now, and they've been pretty successful at it. They're one of the most corruption-free societies, they're one of the most free societies, and it's definitely not an undermining of democracy by abolishing the bicameral system in favor of a unicameral system. So as they've acknowledged that there are problems with the Senate and the status quo, and as we've shown that even with reforming the Senate should not exist, we believe in abolition. Thank you very much. Time's out. Alors, Collège Marie-France, vous avez 5 minutes pour votre réplique. Thank you, Ms. Speaker. Now, Ms. President, distinguished members of the jury, the opposition has presented you with a wide range of arguments in favor of abolishing the Senate. Now, we wish to show you that these arguments are fundamentally flawed, incoherent, and that the measures they propose would prove counterproductive. So firstly, moving away from the topic of new technology in Canada that the opposition has fancied debating, we'll start with the first thing that has actual importance. Now, the opposition started out by saying that the Senate is approximately and overall only but a relic of the ancient and powerful Senate once in place. They then clumsily continued on to saying that the Senate does not respect the will of the people, but that this would be okay if the Senate did not have so much power. The Senate has power. The Senate has power and authority, but just as much as the House of Commons. Both are allowed an equal amount of power. They can each veto bills emanating from each chamber. Now, we defend the position that the Senate is essential to our democracy for these reasons. The Senate acts as a counterbalance to the executive power. The abolition of our Senate would greatly reduce our Parliament's ability to uphold and to defend our constitutional rights. Thank you very much. Members of the jury, Your Honor, thank you very much. Members of the opposition, I would like to go over the main points that the members of the opposition raised in their argumentation. The main points consist of the following: our Senate costs too much, and they're illegitimate. Our senators do not represent the people because they are not elected. That's all they're saying. So let's go over these statements. First of all, the Senate's funds. They say the Senate costs $92.5 million, that it is a gaping hole that needs to be plugged, and I quote, "an inefficiency and misuse of funds." Well, let's see. To put those numbers, that $92.5 million into perspective, let's take a look at just how much what our government spending, what we have for our government spending. We have $246 billion, I repeat, billion dollars. So this $92.5 million comes to 0.04, I repeat, 0.04% of our entire budget. Our entire budget. And they can continue to go on about how it costs so much, but in reality, as you can see, it costs virtually nothing for our Canadian government. Now, they also mentioned an argument concerning the illegitimacy of our Canadian senators, only because they are not elected. Now, when we name our chief of government, he or she will then go on to name a cabinet and name certain
functions of state, for example, the Treasury. We don't get to vote for those people, but do we have a problem with that? No, the answer is no, we don't. Because that's the principle of representative democracy. We vote for people who will then act on our behalf, and if we have a problem with that, we express our discontent through other measures. Now, if we don't have a problem with a person being appointed to a cabinet or to a Treasury position, why would we have a problem with the person that we elected naming members to the Senate? Thank you very much. Thank you. Now, we've all heard a lot of numbers, statistics, percentages today, but what I want to do is bring it down to a more human-like scale, a down-to-earth scale. Now, I've brought along with me a handy little tool, my calculator. So I use this a lot, but it comes in handy. So the opposition has stated that the Senate costs $92 million every year. So I'm gonna enter 92.5 million dollars right here. Now we're gonna divide this by the number of people in Canada. So 35 million, right? So I'm gonna enter 35 million right here. Now I have $2.64 showing up here. Now this means that each and every single Canadian citizen pays $2.64 for running the Senate each year. Now I think that this is a very small price to pay for democracy. Now obviously, we don't pay taxes as individuals. We pay taxes as a household. So I am going to have to multiply this number by 4 because on average, a Canadian family counts 4 people, 2 children, 2 parents. So this comes down to $10.5 per household. That means every Canadian household, I repeat, pays $10.5 to run our democracy each year. I think these numbers are quite revealing. Thank you very much for your attention. Thank you. What is your first question for the other team? Thank you. Thank you, Madam President. So since the Senate requires a funding from the taxes of only 8,000 Canadians, do you believe that the senators should utilize these funds really freely because this is not a lot of money, according to your opinion? You have 1 minute to answer the question. Thank you very much. Well, it's very interesting playing with the numbers and statistics. 8,000 families sounds a lot more shocking than, how much was it, $10 per family, or $2 per person? 8,000 families' taxed income is a lot of money, and is not negligible, excuse me, and we're not about to make that amount seem negligible or unimportant. However, this money goes to preserving one of our most fundamental institutions. Bicameralism is the core of our democracy, and we cannot allow it to be pushed aside purely for economic costs that, as we clearly stated, have barely any impact on any of our decisions. Thank you very much. Thank you. I would just like to add that I have with me today the financial reports of the activities of the Senate, and I would like to make it clear to the members of the jury that the Senate's activities are clearly documented and preserved for everybody to see. I got these on the internet. Thank you. Time's up. Your first question to the other team? Donc, puisque vous êtes pour l'abolition du Sénat, quelles mesures concrètes envisagez-vous pour assurer la représentativité des provinces indispensables au bon fonctionnement démocratique des États fédérés? Okay, so we've constantly heard this idea throughout the debate that minorities need to be represented, that small regions need to be represented. However, this point has just been reiterated so many times, so it's really just the idea that right now the whole principle of the Senate is no longer relevant because of this division between the federal government and the provincial government, and even municipal governments. So the federal government looks at the big picture, provincial governments look at their province, municipalities look at their cities. So we believe that minorities can be, that minorities are not ignored under the current system, and that there's actually perfectly fair representation, because we believe that by decentralizing power, the lower levels of power understand their constituents better. So it's actually a more effective system than just having a Senate who supposedly represents the interests of minorities in a federal body. Right on time. Your second question to the other team?
Okay, so we've heard this idea a number of times that bicameralism is the foundation of Canadian democracy. So I ask, can the Senate not exist in different forms? Une minute? Before beginning to answer this question, I would like to mention that this is not the subject. We are for or against the abolition of the Senate in its current form, and we do not believe that looking at alternative measures provides a true insight into how the Senate really works. Now, the Senate cannot exist in other measures. Now, why is this? Because members of the Senate are chosen for a reason. Because they have experience, because they have the legitimacy to do so. They're appointed by a legitimate and elected person. And the Senate provides very valuable work. It contributes to the working of our democracy. As I have stated, over 50 reports in the last session alone on very sensible topics: abortion, corruption, money washing, sexual exploitation of children. These few reports alone clearly reflect how necessary the Senate is. Thank you very much. Thank you. And your second question for the other team? Yes, first of all, I would like to address the fact that the opposition has failed to answer our first question. And the second question that I would like to address the opposition is, quelle institution, autre que le Sénat, envisagez-vous pour effectuer un contrôle fondamental dans la révision et dans la correction de la législation, qui reviendrait sinon à l'unique et toute puissante Chambre des communes? Merci. So as we have stated throughout this debate, there are so many problems with the status quo, and even they acknowledge some of the problems. But one of their main arguments in favor of the Senate is that they represent the provinces, and this is simply not true. They represent minorities, this is not true as well. For example, you're appointed as a senator of a region because you can have property there, and you can be appointed as the senator representing that region. You don't necessarily have to live there permanently. And so that brings me on to the reason why we can have alternative committees. An alternative committee can be the ad hoc committees that my partner had proposed that are being currently used in Sweden. These ad hoc committees are far, far less expensive than the Senate right now. These committees are formed with experts, like the Senate has right now, but senators often appoint experts in addition to the experience that they have. So by appointing only experts in the given field, we believe that we can reduce costs, and we believe that not all senators are necessary in the introduction and utilization of power, and that is why we believe that we can maximize efficiency of the Canadian government and the Canadian democracy by introducing ad hoc committees. Thank you. Thank you. Nous entendons les questions des membres du jury. Well, I would have one question for each side of us, but maybe I'll just limit it to one question, and I'll go with the team of Andreas and Griffin. During the course of your remarks, you mentioned the desirability of going towards a triple E Senate, and my question there is, how would you deal with partisanship? To go for a triple E Senate means elections, it means party organizations and all that. How would you, and I think that one of the problems with the Senate as it is now, which you wish to reform, is the fact that people vote on party lines blindly, and that there's too much partisanship. How would your solution to reform the Senate deal with the excessive partisanship? Thank you very much for your question. We think that the idea of having our senators be elected would instill a sense of legitimacy and also accountability. And that is not something that we mentioned before, so thank you for your question. This accountability, the fact that senators are appointed for so long, allows them to potentially be less subject to this accountability, whereas if they were elected, they would have to be held accountable to the people that elect them. And we feel that this would actually, on the contrary, release partisan pressures that can happen indiscreetly in the Senate, and they would be made public, and the competition between them would in fact prove beneficial and would instead create this sense of legitimacy and accountability. They would not be able to purely act, as you said, blindly, voting on party lines. Could I add something to that? Now, of course we are not, thank you, Your Honor, for your question, first of all.
Of course, now we are not experts in fields of politics, of party, of caucus, caucus, in those terms. But what we do know is that partisanship is not a problem that's inherent to the Senate. Now, we see it in the House of Commons as well. And what we've seen since so long is that there is no real solution to partisanship, to blind voting, because it's present all over the world, in the United States, in Canada, in quite a number of European countries. But now, Justin Trudeau addressed this problem about 2 months ago when he expulsed 23 members of the Liberal caucus, who then went on to form their own independent caucus. Now, we do not believe that there can be a solution to this problem that lasts, that is durable, and that's effective on the long term. Oui, merci. Je respecte toujours le rôle de la présidence. L'équipe qui est contre l'abolition, c'est un peu compliqué, c'est une double négation. L'équipe qui est pour le Sénat, j'aimerais comprendre, vous défendez le Sénat tel qu'il est ou vous glissez vers des possibilités de réforme? L'un d'entre vous a mentionné, Griffin, le Sénat triple E, le Triple E Senate. Mais ce n'est pas du tout le Sénat qu'on a en ce moment. Donc, vous défendez quoi, là? Merci, monsieur, pour votre question. Nous défendons fermement l'idée d'un Sénat. Par contre, nous sommes conscients qu'il y a de nombreuses personnes, une grande communauté à travers le Canada qui réclament l'abolition du Sénat. Alors, nous ne sommes pas fermés d'esprit et nous voulons bien... Nous offrons simplement des idées par rapport à des solutions qui pourraient être apportées, mais en tant que tel, nous supportons le Sénat dans sa forme actuelle. Mais l'équipe qui vous contredit vous dit qu'on ne pourra pas le réformer. Êtes-vous d'accord avec ça? Et si on ne peut pas le réformer, est-ce que alors vous êtes pour son abolition? Ou est-ce que vous le défendez tel qu'il est, tel qu'on le connaît en ce moment? Je peux laisser mon partenaire répondre à cette question. Merci pour votre question. Donc, ça, c'est juste pour dire, c'est une manière d'opinion. Ils ont dit que ça serait très difficile d'amener des réformes. Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons qu'il existe des manières de pouvoir réformer le Sénat, comme nous avons dit avec le triple E, le standard triple E. Et bien sûr qu'ils vont dire que c'est très difficile, ils défendent la position abolir le Sénat. C'est très clair qu'ils vont défendre cette position-là. Mais nous pensons qu'il existe des manières de réformer le Sénat. Mais encore une fois, nous sommes pour le Sénat. Quelle est la réforme, quelle est la modification constitutionnelle, la procédure de modification constitutionnelle nécessaire pour faire un Sénat triple E? Il faudrait partir de la manière je cherche le mot, excusez-moi, the appointment, du niveau de la nomination des... Non, mais ça prend l'accord de qui pour changer la Constitution? La Cour suprême, notamment. Ça prend l'accord de la Cour suprême? La Cour suprême, il faudrait, au niveau des... Bon, en tout cas, non, ça prend au moins cette province et le gouvernement fédéral et le Parlement canadien. Pour faire une réforme constitutionnelle, il faut 50% de toutes les provinces qui soient d'accord. D'accord. Maintenant, si je peux me permettre... Absolument, parce que l'équipe... Oui, ok, alors j'y arrive. You said that it's impossible to have meaningful reform of the Senate because of the constitutional obstacles. Which formula will allow us to abolish the Senate? That is an excellent question. It is a very difficult one, too. So, sir, thank you very much for your question. Now, what's quite ironic about the process is the Senate also deals with the runnings of Parliament, essentially. So, to have reform in the House of Commons or to have reform in the Senate as well, you actually need to go to the Senate to have reform in the Senate. So it is a difficult process. It is a difficult process to abolish the Senate because you need the province's support, and a lot of provinces don't necessarily agree with that. Specifically Quebec, because Quebec is being represented currently fairly in the current Senate, while certain provinces like Ontario are not being represented fairly based on the population. For example, Ontario has a greater population than Quebec right now, but they have essentially the same number of seats.
And this is true with Western provinces as well. As they gain more economic power, they want more seats. Now, I believe that Quebec will be opposed to abolishing the Senate. And I believe that in the current economic and the current political climate, it might not be able to be done. But I think it's a theoretical debate. And I believe that in the long term, when Western provinces gain more power and they seek more seats in the Senate... Yeah, but it's your team who said we should support abolition because reform is too difficult. Will you agree that abolition is at least as much difficult? So just to clarify our argument, we strongly believe that the Senate as itself, regardless of reform, even if they manage to reform the Senate, we strongly believe that a unicameral system, as I stated in my second speech, is the most effective system. So we believe that the Senate, even if it was elected, should not exist, and we believe that the sole legislative body should be the House of Commons. Last question. According to studies, before Mr. Harper came, since Mr. Harper came, the Senate is, I would say, it's very difficult to see what is the purpose of the Senate. But before, at least one bill out of 9 was amended by the Senate. Yeah. That means that the House considered the amendments coming from the Senate, and the House said, well, it's good, we'll amend these bills. Yeah. So, if it's the case, how come you may say that the Senate is useless? I strongly affirm that the Senate does have significant power, so it does have the ability to make decisions. But as we've stated, we believe that it's a mere extension of Stephen Harper's power. As a member of the executive branch, he should not have extensive forays into the legislative body, and that's the fundamental basis of the checks and balances system. The executive power and the legislative branch both keep each other in check, but if the executive branch has significant control over a portion of the legislative branch, we believe that this is a significant attack on democratic values, and so therefore that is why we believe that the Senate does have a lot of power, and because it's not a democratically elected institution, and even if it was a democratically elected institution, it should not exist. Thank you. Je pense que Maître Lamondon avait une question à poser à l'équipe. C'est également l'équipe du pour. Oui, donc question à l'équipe de Marianapolis. L'un des arguments de l'équipe de Marie de France, c'est essentiellement de dire que Montesquieu a raison, que la séparation des pouvoirs est une bonne chose et donc le bicaméralisme est un bon principe. Vous répondez non. En fait, il y a plusieurs systèmes très efficaces qui ont fait leurs preuves, dont la Suède, qui fonctionne à une seule chambre. Cependant, vous omettez de mentionner que la Suède est un système proportionnel à plusieurs partis, et donc il y a un check and balances inhérent à la Suède, et vous ajoutez, on pourrait copier la Suède en ayant des experts, donc des gens qui ont des connaissances qu'on consulterait. Je vous repose la question de Andreas. Quel check and balance, donc quelle séparation des pouvoirs effectifs sur le plan législatif proposez-vous dans le contexte d'un système britannique où les pouvoirs sont très concentrés lorsqu'il y a un gouvernement majoritaire? Quel système de check and balance efficace proposez-vous pour contrebalancer le fait que vous n'avez pas une pluralité de partis comme en Suède et que vous aurez aboli le Sénat, donc il n'y aura pas de deuxième lecture possible? Qu'est-ce que vous proposez à ce niveau-là? So essentially, the whole issue with the Senate is that we see that it's incredibly inefficient. And so we just want to end it, abolish it, and rebuild just from the ground up. So what we see is with your question, the checks and balances that we'd like to put in place, we want to impose a similar system to the Senate, but that's just far more efficient. So essentially, we'd have an oversight committee, and then this oversight committee would be responsible for all these subcommittees, and then they'd be responsible for making those decisions and giving advice to the House of Commons. But we wouldn't want them to have that veto power. They would be almost like a think tank, essentially. So I'd like to just add on to that. So you mentioned that the House of Commons requires, like, in the event that the Senate disappears, the House of Commons would prefer to have, like, a checks and balances system. And as my partner mentioned, we believe that the House of Commons might need reform as well. And we believe that we're focusing a lot on the Senate as well, but we believe that the Senate should be abolished, but we believe that the House of Commons in turn needs reform. And although your question is in fact very difficult to answer because it's hard to determine a real checks and balances system that's effective, but we strongly believe that by reforming the House of Commons and abolishing the Senate, we can maintain a more democratic society, more similar to Sweden. Thank you.
Maître Dali voulait poser une question. Est-ce que vous avez une question pour l'équipe du contre? Oui, j'aurais aussi une question pour l'équipe de pour, mais je vais commencer avec l'équipe du contre. Vous avez évidemment glissé un peu vers un Sénat qui est plutôt élu, plutôt représentatif de la population. Et vous avez commencé par noter les deux rôles du Sénat, la relecture de la législation des communes, mais aussi la protection des régions et des minorités. Et ma question suit un peu la logique du sénateur Fox, qui demande comment éviter la partisanerie. Et ma question serait, dans un Sénat élu, est-ce que ces fonctions seraient vraiment remplies, surtout la représentation des minorités? Est-ce que les minorités peuvent vraiment élire des représentants qui auraient vraiment une voix pour la minorité? Et si la partisanerie est toujours présente dans le système, est-ce qu'un Sénat élu, est-ce qu'il y a un risque que le Sénat élu va seulement suivre les communes et ne va pas exercer un check sur le pouvoir des communes? Thank you for your question, Your Honor. Now, yes, there is partisanship in the House of Commons, and yes, if the members of the Senate are to be elected, there would probably be partisanship there. But it doesn't necessarily mean, and of course, I repeat that we are not for a triple E Senate. We are simply suggesting it because we know that there is a need for compromise sometimes. Now, the fact that members of the Senate would be elected does not necessarily mean that they would agree with the House of Commons each and every time, because as we see in the United States right now, for example, even though it is not a perfect system either, the Republicans control one house whilst the Democrats control the other, and that's how both keep each other in check, I would say, even though it's another principle based on different parties. Now, again, we do not wish to have members of the Senate elected, because exactly one of our main points in our presentation was that we need to keep the senators independent, efficient, and free of any partisanship pressure. And that is why, of course, we cannot propose any actual and sure-failed proposition to eliminate partisanship altogether from politics, because partisanship comes with politics, and we simply believe that we need to make the best out of it, but fundamentally we are against having members of the Senate elected. Vous aviez aussi une question pour l'équipe du pour? Yes, so Marianopolis, you essentially made four arguments in favor of the abolition of the Senate: that it is controlled by the executive, that it is overly partisan, that it's very costly, and that it would be more effective to have a unicameral system. So my question is, why not abolish the House of Commons while we're at it? It is controlled by the executive, it is highly partisan, it is costly, 5 times as costly as the Senate, and it would be much more effective, surely, if power were concentrated in the Prime Minister's office, where it seems to be. Well, that's a very good question. So here at Side Proposition, we'd like to maintain some sort of democracy, and we do believe that the House of Commons does exhibit partisanship. And as Side Opposition stated, that this partisanship is effective in many different countries, and we're strongly against it. Here in Canada, we have a strict party discipline system. Like, especially Stephen Harper, he utilizes the party discipline system extremely well. If you speak against the Conservative Party and you're a Conservative member, you are disciplined severely. So this partisanship does exist in the House of Commons, but what's different from the House of Commons and the Senate is that the House of Commons, although it is partisan, it's at least elected by the people,
and the Senate, as a member of the legislative body, is not elected by the people. So we've basically stated that this in the status quo is bad, and even if the Senate was elected by the people, we'd see partisanship in the Senate too, which we see in the House of Commons. But when you have two different bodies with partisanship on both sides, you're going to get nothing done. And a great example of this is the United States, because there's all sorts of intersecting opinions in both houses, and when one house, when the House of Representatives is controlled by the Republicans and the Democrats control the Senate, nothing gets done, and that's extreme partisanship. So I think that the creation of an elected Senate will increase partisanship, and I believe that by abolishing the Senate and maintaining the House of Commons, we at least maintain democracy, which is not a perfect system in any way, but it is certainly better than most of the systems that we see around the world. Thank you. C'est bien. Alors voilà qui met fin à notre grande finale. Je recède la parole, peut-être avant d'applaudir nos équipes. Je vous redonne la parole maintenant. Merci beaucoup. Alors, merci et bravo à nos deux équipes. Je crois que vous avez bien défendu vos idées devant un jury très pointu dans ces questions, pour ne pas le dire. Alors, merci à tous et bravo aux finalistes. J'inviterai maintenant les membres du jury à se retirer afin de déterminer les gagnants de cette 25e édition. Alors, si vous voulez bien vous lever pour accueillir les membres du jury. Merci. Alors, vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, avant de procéder au grand dévoilement, permettez-moi de remercier chaleureusement les membres de notre jury qui ont tous spontanément accepté notre invitation. À l'honorable Geneviève Marcotte, présidente du jury et fondatrice des débats oratoires du barreau de Montréal, à l'honorable Francis Fox, à l'honorable Stéphane Dion, à maître Paul Daly et à maître Paul Saint-Pierre Plamondon, du fond du cœur, merci beaucoup. J'aimerais également remercier les membres du jury des demi-finales qui ont fait du très bon travail, maître Pierre Fournier, Andréane Malaquette et André Dorsonance, de même qu'à notre... Merci, allez-y. Merci également à notre modératrice, Maître Michel Moreau, et notre chronométreuse, Maître Nathalie Lefebvre. Enfin, un merci tout spécial à vous tous, à vous les étudiants qui participez aux débats oratoires. Vous avez beaucoup de courage et beaucoup d'éloquence. Et aux professeurs qui incitaient vos élèves à s'inscrire année après année. Merci à vous tous. Merci à la famille également qui est venue les encourager. Je vous rappelle que les deux meilleurs orateurs n'ayant pas atteint la finale remporteront chacun un chèque de 125 $. Quant aux membres de l'équipe finaliste, ceux-ci recevront un chèque de 250 $ chacun. De même qu'antidote le logiciel d'aide à la rédaction de Druide. J'ai oublié de mentionner que les deux meilleurs orateurs vont également se mériter le grand Druide des synonymes et des antonymes. Et finalement, les gagnants, en plus de se mériter le trophée Philippe Casgrain, les membres de l'équipe gagnante auront droit à un chèque de 500 $ chacun et à un logiciel antidote. J'inviterai maintenant Maître Pierre Fournier, président du jury des demi-finales et ancien bâtonnier de Montréal, à désigner officiellement cette fois pour représenter le bâtonnier actuel, Maître Luc Deshaies, à nous adresser quelques mots et à dévoiler le nom des deux meilleurs orateurs n'ayant pas atteint la finale. Merci. Alors, au nom du bâtonnier de Montréal, je vous souhaite la bienvenue, à mon nom propre aussi. Le bâtonnier a des circonstances personnelles qui l'empêchent d'être ici. Je suis certain que si ça n'avait été ça, c'est lui qui serait à ma place maintenant. Le concours d'aujourd'hui, le concours oratoire d'aujourd'hui, est certainement l'un des meilleurs qui nous a été donné de voir au barreau de Montréal. Et ça, c'est pas vrai uniquement de la finale, c'est vrai également de la demi-finale. Les équipes étaient prêtes. Les
les équipes étaient enflammées, le travail de recherche était impressionnant, et vous nous avez, les membres du jury de la demi-finale, vous nous avez très certainement convaincus que vous étiez prêts à vous lancer dans un métier que je vais vanter un peu. Je ne pourrais pas être aussi bon pour le vanter que mon ami André avec son logiciel, mais vous savez, c'est pas mal être avocat aussi. Alors, si ça vous intéresse, vous avez le talent pour le faire. Cela dit, il a fallu faire des choix. Et vous savez, je l'ai annoncé plus tôt qu'on a fait le choix des deux équipes qui se sont affrontées en finale. Nous avions aussi le devoir de trouver les deux orateurs qui étaient les meilleurs orateurs et qui ne s'étaient pas retrouvés en finale. Alors, il reste encore un peu de suspense, donc, pour la plupart d'entre vous. Évidemment, ceux qui sont en finale savent qu'ils sont en finale, mais les autres ne savent pas qui sont les deux meilleurs. On fait ça comme dans un programme de télévision que vous avez déjà vu. Et alors, les noms des deux meilleurs orateurs qui n'ont pas atteint la finale, et c'est une première, ça aussi, cette année. Les deux viennent de la même institution, M. Olivier Babin et M. Vincent Bilbert. Merci les gagnants, s'il vous plaît, restez à ma gauche. Merci beaucoup. Alors, il me reste un mot à vous dire, et c'est un mot pour remercier le jury. Vous avez sans doute remarqué, à écouter les curriculum vitae des membres du jury, ce que ça signifie la compétence. Et vous l'avez remarqué encore plus lorsque sont venues les questions. Je ne suis pas certain que j'aurais voulu être à la place des étudiants qui avaient à répondre aux questions, mais je me disais, en écoutant les questions, quelle extraordinaire expérience pour un étudiant de pouvoir rentrer chez lui et dire « Ce soir, j'ai répondu à des questions qui venaient de un tel et un tel. » Vous n'oublierez pas ça de sitôt. Alors, je vous remercie, tous les membres du jury. C'est un travail remarquable que vous avez fait. Et je vais maintenant céder la parole à Maître Plouffe. Maintenant, sans plus tarder, j'invite l'honorable Geneviève Marcotte et les membres du jury à nous faire part de leurs commentaires aux finalistes et à dévoiler le nom des gagnants de la 25e édition du Concours des débats oratoires du barreau de Montréal. Simplement pour peut-être voir on a déplacé vos tables. Peut-être vous placer. Hein? Alors, je pense que les membres du jury auraient des commentaires à formuler. Chacun aurait quelque chose à dire, peut-être pas à tout le monde, mais on va essayer de distribuer les commentaires avant que l'enveloppe ne soit ouverte et que les gagnants ne soient connus. Alors, peut-être en débutant par M. Dion. Merci, Madame la Présidente. Je dois dire à quel point j'ai été impressionné par la qualité des deux équipes. Je ne m'attendais pas à autant de talent de la part de jeunes qui n'ont pas encore passé par l'université. Je peux vous dire que je ne sais pas combien de mes collègues de la Chambre des communes auraient pu être aussi convaincants et préparés que vous l'êtes. C'est vraiment, vraiment fascinant. Alors, quelle que soit l'équipe gagnante, il n'y a pas de perdants là, ce soir. Il n'y a que 4 gagnants formidables et qui ont un bel avenir devant eux. Quels que soient les objectifs que vous fixez dans la vie, vous avez un potentiel extraordinaire. Je pèse mes mots. Alors, sur les suggestions que je pourrais faire, mes amis du jury vous en feront d'autres. D'abord, pour l'équipe de Marianopolis, les arguments sortaient à la mitraillette. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime. Mais ça, il fallait vous suivre. Je crois que ce qui aurait pu aider, c'est que vous hiérarchisez mieux vos arguments. L'argument du coût,
c'est un peu démagogique, vous le savez, l'argument de la démocratie est très puissant. Et il me semble qu'il aurait fallu l'hiérarchiser. Les scandales, les coups, bon, la démocratie, les amis. Si vous hiérarchisez vos arguments, le débit très rapide que vous utilisiez aurait mieux passé. Donc, tout était un peu trop à plat. En ce qui concerne l'équipe de Collège Marie de France, je crois qu'on vous a appris à introduire votre sujet. Vos professeurs vous ont appris ça. Mais il faut aussi qu'ils vous apprennent à gérer l'horloge. Et on ne fait pas un exposé de 5 minutes comme on fait un exposé de 3 heures. Donc, si vous prenez 2 minutes sur 5 à nous dire qu'est-ce que vous allez nous dire, puis nous annoncer que ça va être bien bon ce que vous avez à nous dire, vous avez perdu 2 minutes. Et eux, ils n'ont pas perdu une seule seconde. Eux, c'était plutôt le problème inverse, ça sortait à la mitraillette. Donc, ayez toujours une stratégie en fonction de l'horloge, du temps qu'on vous donne. 5 minutes, c'est pas 3 heures. L'autre chose, sur le fond, la stratégie sur le fond, ils vous ont donné une très belle ouverture que vous auriez pu saisir. Ils ont passé beaucoup de temps à dire que la réforme était impossible parce qu'il fallait rouvrir la Constitution, puis qu'au Canada, on ne sait pas comment faire ça, on n'est pas bon pour ça. Mais pourquoi vous ne leur avez pas dit, mais l'abolition aussi? Si vous aviez attaqué là-dessus, vous les auriez peut-être désarçonnés. Et ça aurait été intéressant de voir le débat. Parce que l'abolition demande probablement, la Cour suprême va nous dire dans quelques semaines ou quelques mois, l'unanimité des provinces, ou en tout cas le 750, et comme il y a une loi sur les vétos régionaux de toute façon, c'est à peu près l'équivalent. Donc, si on ne peut pas abolir le Sénat, et si on ne peut pas réformer la Constitution, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné avec le Sénat d'aujourd'hui? Je pense que si votre stratégie avait mieux décanté, qu'est-ce qui est possible de faire avec le Sénat qu'on a, sans toucher à la Constitution? Bien, vous ne seriez pas glissé vers le Sénat de triple E, puis on ne savait plus très bien si vous défendiez le Sénat d'aujourd'hui ou le Sénat de vos rêves. Ce flottement aurait pu être évité et vous auriez pu présenter des améliorations. Vous parlez des scandales, on peut donner plus de transparence au Sénat. Parler des coûts, on peut mieux surveiller les coûts, c'est tout à fait possible, comme on doit le faire à la Chambre des communes aussi. Il y a des scandales à la Chambre des communes, on ne demande pas de fermer la Chambre des communes pour autant. On peut rendre le Sénat moins partisan en changeant le processus de nomination, comme le propose un des chefs à la Chambre des communes, M. Trudeau. Votre stratégie aurait été plus forte si vous aviez maîtrisé le problème de la réforme constitutionnelle et si vous leur aviez envoyé ça dans les dents. Alors, voilà mes commentaires, mais ça n'enlève rien au talent des deux équipes, Madame la Présidente. Merci, M. Dion. M. Fox. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je veux vous dire que vous m'avez fait passer une très mauvaise soirée en tant que sénateur. C'était vraiment très bien présenté. Et tout d'abord, mes félicitations aux deux équipes. Et je me sens presque obligé de vous dire que je crois profondément à la réforme du Sénat, mais ce n'est pas à moi de mettre ces arguments-là devant. Et je pense que l'un des gros problèmes du Sénat actuel, c'est la partisanerie excessive, la ligne de parti. Et quand on parle d'élire un nouveau Sénat, on n'a pas besoin d'une deuxième chambre des communes au Canada. C'est un problème si on faisait ça. Et pour moi, une bonne partie du problème du Sénat réside dans le processus de nomination. Il y en a qui disent que c'est impossible d'avoir un processus de nomination qui est indépendant, mais on réussit quand même à avoir un processus de nomination pour les juges de la Cour supérieure, pour les juges de la Cour d'appel et évidemment pour la Cour suprême du Canada. Et ça démontre qu'on est capable dans notre système de trouver un système de nomination qui assurerait qu'on ait d'excellents sénateurs comme on a d'excellents juges. J'ai trouvé évidemment la position extrêmement intéressante pour l'abolition du Sénat et je trouve que l'équipe de Marianopolis a été très ferme dans sa position. Ce n'était pas à eux d'accepter, j'avais le goût de leur demander, est-ce que si on changeait le processus de nomination du Sénat, et qu'on avait un groupe de sages qui étaient là à l'avenir, est-ce que ça changerait votre position? Mais ils ont répondu à cette question-là, in fine, quand M. Choi a vraiment pris une position très catégorique. Non, le Sénat, ce n'est pas
ça ne peut pas être sauvé, c'est antidémocratique, etc. Encore une fois, je ne suis peut-être pas d'accord, mais je trouve qu'il a vraiment très bien maintenu sa position. L'équipe de Marie de France, je trouvais, a fait un excellent travail. J'ai trouvé que le petit jeu là, avec c'est ça, était très bien fait. Ça a ajouté du panache à votre présentation. La présentation était très solide. Je dirais, sauf à un moment donné, il y a eu un flou dans la présentation, quant à moi, sur la question du Triple E du Sénat élu. Je pense que là, vous avez eu un peu de difficulté à répondre aux questions du jury. Mais comme le disait mon ex-collègue Stéphane Dion, je trouve que vous avez fait un travail formidable, que vous avez donné des débats vraiment de grande qualité. Je répète encore, Stéphane, ce que je n'ai pas toujours fait dans ma vie, mais il n'y a pas de perdants dans la salle, que des gagnants. Les deux équipes ont fait un job extraordinaire, mais il nous revient à nous, comme membres du jury, à un moment donné, de laisser les balances de la justice pencher du côté où on pense qu'il devrait pencher, et c'est ce que Sa Seigneurie va dévoiler dans quelques instants. Merci. Maître Saint-Pierre Blamondon, les commentaires que vous aviez à faire? Les commentaires vont être plus courts parce qu'il y a quand même plusieurs aspects qui ont déjà été couverts. Je veux juste vous féliciter pour votre courage. Je vous ai trouvé impressionnant parce qu'à la fin, pour des gens qui sont au niveau cégep et qui n'ont donc pas suivi un cours de droit, pas de droit constitutionnel, il y a plusieurs notions, je vous ai trouvé solide en termes de courage, c'est-à-dire rester en place même si les questions sont extrêmement difficiles, voire impossible à répondre avec l'information dont vous disposez. J'ai beaucoup de respect pour ce que j'ai vu. Je l'ai trouvé très solide. Sinon, mes commentaires sont un peu à l'image de mes collègues. Sur la forme, j'ai beaucoup aimé Marie de France. J'ai trouvé ça bien structuré, frais, original de temps à autre. Moi, j'ai beaucoup de confort. J'étais plus à l'aise au niveau de la forme qu'avec la forme de l'équipe Marianopolis, qui était un peu plus saccadée, tassée, serrée. Des fois, on veut en dire le plus possible, mais c'est un peu injuste, 5 minutes, là, disons-le. 5 minutes, c'est le pire des scénarios. Mais des fois, mieux vaut en dire moins, mais garder l'auditeur. Par contre, sur le fond, c'est un peu le... Puis moi, mon exigence, je ne m'attendais pas à ce que vous maîtrisiez les enjeux constitutionnels relatifs à la réforme du Sénat ou à l'abolition du Sénat. Par contre, je pense que Marie de France aurait pu, sans rentrer dans des questions constitutionnelles, reprendre les critiques dans l'argumentaire adverse et en faire ses arguments en disant « tout est possible ». Il y a des problèmes, je vais vous expliquer comment ces problèmes-là peuvent être tournés à notre avantage tout en conservant les avantages du Sénat, les avantages actuels. Et ça, je pense qu'au fur et à mesure que le débat avançait, l'équipe de Marianopolis avait un avantage parce que sa ligne directrice était très, très, très stable, très, très, très ferme, alors que l'équipe de Marie de France, pour des raisons d'argumentaire qui peut-être ne sont pas sous votre contrôle, donc indépendamment de la forme, c'était plus difficile de compter des points, de gagner des points parce que les arguments n'étaient pas récupérés en votre faveur. Et là, tout d'un coup, à la fin, on ne savait pas exactement quelle était votre proposition vis-à-vis les problèmes qu'eux soulevaient. Moi, je pense que ça aurait pu devenir vos arguments, mais je pense que le fond, des fois, finit par triompher de la forme, c'est-à-dire qu'on peut être un excellent orateur, mais les questions de fond finissent par nous rattraper. La préparation pour toute personne en plaidoirie, c'est essentiel parce que, au final, les gens veulent savoir quoi penser ou comment décider. Mais sinon, ça, c'est des questions, des fois, qui, dans un concours oratoire, nous échappent. C'est-à-dire qu'on est du côté pour, on aurait pu être du côté contre. À ce moment-là, ça aurait été un autre scénario. Sur la forme, j'ai trouvé tout le monde excellent, mais ce que je veux souligner surtout, c'est votre courage à l'âge que vous avez de ne pas broncher, de tenir tête et de continuer votre argumentaire, peu importe ce qui vous était lancé. J'ai trouvé ça admirable et je suis sûr que c'est garant de l'avenir. Merci beaucoup. Et Maître Dali, le dernier mais non le moindre. Oui, j'annonce les gagnants. On sait comment monter l'attention des juristes. J'ai deux petits commentaires. J'ai beaucoup aimé les deux présentations. Ce que j'ai aimé de la présentation de Marie de France, c'est une certaine symétrie. On a commencé avec une étude internationale qui démontrait
la tendance vers le bicaméralisme. Puis on a fini avec Griffin qui nous a rappelé les mots de Montesquieu. Alors, on a passé de l'empirique à la philosophie et j'ai beaucoup aimé cette symétrie dans votre présentation. Ce que j'ai aimé chez Marianopolis, comme mes collègues, était votre ligne droite pendant la période de questions. Et des questions posées étaient épineuses parfois, mais vos réponses étaient claires et vous maintenez votre ligne. Et il faut souligner que quand j'ai posé une question à la toute fin, votre réponse était très respectueuse, même si la question était un peu baveuse. Alors, je vous remercie les quatre et comme mes collègues, je vous félicite pour un travail remarquable, une expérience qui a été enrichissante pour moi et je l'espère pour vous aussi. Merci pour tous ces commentaires très pertinents. J'ajouterais, moi aussi, j'ai trouvé les prestations de très belles prestations. Je vous félicite et effectivement, je trouve que je partage le commentaire quant au courage parce que ça prend du courage pour se présenter et présenter une position qui n'est pas nécessairement celle que l'on croit intrinsèquement. Alors, c'est quelque chose de débattre, comme vous l'avez fait. Maintenant, vous avez eu, je veux souligner l'aspect bilingue des représentations de l'équipe de Marie de France. Alors, c'est assez impressionnant de pouvoir débattre dans les deux langues aussi bien que vous l'avez fait. Moi, j'ai été très impressionnée. Et je dois vous dire que quand on a mis le débat sur pied, c'était l'idée de pouvoir avoir en présence des équipes qui peuvent s'affronter dans les deux langues. C'était majoritairement anglophone ce soir, mais il y a eu des séquences où vous étiez en français, il y avait de l'anglais, et c'est formidable de pouvoir débattre dans les deux langues comme vous l'avez fait, alors je vous félicite. Des commentaires qui ont été faits à l'égard de Marianopolis, je partage l'idée que vous étiez rapide dans vos présentations, mais vous aviez une belle prestance. Et ce qui était au départ peut-être un débit un peu mitraillette, s'est avéré vous servir beaucoup quand est venu le temps des questions, parce que vous étiez très solide et capable de répondre de façon très affirmée. Et ça vous a servi dans les questions de la fin. Et sur ce, je vais devoir ouvrir l'enveloppe et vous annoncer qui sont les gagnants. En rappelant que tout le monde est gagnant ce soir, comme l'a dit Maître Fournier. Alors, l'équipe de Marianopolis College, Jeremy Herman et Yuri Mouchard. Merci, Madame la juge.